Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur DIA News pour votre nouveau numéro de Mot de Passe, l'émission qui décrypte l'essentiel de l'actualité de la semaine. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau M. Abdelaziz Rahabi, ancien ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, dans le gouvernement Hamdani. Et vous avez une longue carrière de diplomate, vous avez notamment été ambassadeur d'Algérie au Mexique et en Espagne. Bonsoir M. Rahabi. Bonsoir. On a également avec nous Akram Khariev, journaliste indépendant, spécialiste des questions militaires et sécuritaires, en particulier dans la région du Moyen-Orient. Vous animez depuis 2011 le site menadefense.net. Bonsoir Akram. Bonsoir. Et avec nous également Hassan Moali, l'incontournable directeur du Temps d'Algérie. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors ce soir, on va commencer par l'actualité internationale de la semaine. C'est bien entendu le conflit autour du Qatar et son isolement diplomatique. Vous savez que Riyad, Abu Dhabi et leurs alliés ont décidé de rompre tout lien diplomatique avec Doha, qu'ils accusent de soutenir le terrorisme. En images, je vous propose de retrouver donc ces informations. Lundi 5 juin, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Yémen, Bahreïn, l'Égypte et les Maldives ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Ils accusent l'Émirat de complaisance à l'égard de l'Iran et de mouvements islamistes, les deux principales sources de déstabilisation dans la région, selon eux. Ces pays ont accompagné leur décision de mesures de rétorsion, fermeture de leurs frontières terrestres et maritimes avec Doha, suspension des vols des compagnies aériennes en direction de cette ville et la fermeture des espaces aériens à la compagnie Qatar Airways avec des restrictions sur les déplacements de personnes. Messieurs, première question, jusqu'où ira cette escalade? Quelle issue pour ce qu'on peut appeler désormais le Qatar Gate? À très court terme, l'issue est incertaine parce que les mesures sont graves. Ce ne sont pas des mesures de pure forme diplomatique, ce sont des mesures qui ont des implications économiques et sociales et de stabilité dans la région. Donc il ne faut pas s'attendre à une solution dans l'immédiat. Probablement avec une intervention d'une grande puissance comme les États-Unis, il est possible d'entrevoir d'ici 2 ou 3 mois une évolution de la situation, mais je ne pense pas qu'à très très court terme, parce que l'expérience a été tentée déjà en 2014. Les Saoudiens vous disent nous avons mis en garde le Qatar contre certaines attitudes, certaines positions, certains comportements nuisibles aux intérêts de la région. Je pense que cette fois-ci, il s'agit véritablement de mesures exceptionnelles. C'est extrêmement rare en diplomatie de prendre des mesures aussi fermes, aussi détaillées et aussi générales aussi. Ce n'est pas seulement la liberté de circulation, navigation maritime ou aérienne, c'est carrément un isolement diplomatique, un blocus diplomatique et économique d'un pays qui a utilisé le soft power comme élément principal, comme corpus principal de sa politique étrangère. C'est un pays qui est petit, mais qui est très riche, mais qui est un géant diplomatique dans la région, qui a infléchi des positions au sein de la Ligue arabe, qui a infléchi des positions dans les pays du Golfe, qui a été jusqu'au Maghreb dans ses... je ne sais pas s'il l'a fait dans le cadre d'une feuille de route occidentale ou il l'a fait lui-même pour se donner une existence diplomatique parce qu'il n'a pas d'autres existences, mais incontestablement, c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans le monde arabe. Oui, alors justement... vous l'avez dit à l'instant, on ne pourrait éventuellement trouver de solution à ce conflit que dans 2 mois au moins. Que va-t-il se passer durant ces 2 mois, Akram Khariev? Entre-temps, on est en train de constater qu'aujourd'hui, il y a eu un vote en Turquie de l'Assemblée nationale turque qui permettrait éventuellement l'envoi de troupes turques pour défendre le Qatar. Il y a certains bruits qui parlent d'envoi de gardiens de la révolution iranienne au Qatar aussi, comme force d'interposition dans le cas d'une escalade militaire, qui est très très peu probable à mon avis, parce que si escalade militaire devait avoir lieu, l'Arabie Saoudite n'aurait pas entrepris de telles démarches diplomatiques avant. Donc ça, on reste à la fois dans la gesticulation diplomatique et aussi dans les démonstrations de force de part et d'autre du conflit. Hassan Moali.
Moi, je rejoins M. Al-Habis, ce qu'il a dit par rapport aux trains de mesures qui ont été prises par l'Arabie Saoudite et ses alliés. En fait, c'est une déclaration de guerre, tout simplement, parce que même les affaires consulaires ont été suspendues. Donc, on est face à une mesure exceptionnelle. C'est une volonté, tout simplement, de raser complètement ce pays, ce petit émirat, le Qatar. Personnellement, je m'attends aussi à ce qu'il n'y ait pas de solution comme ça au cours de cette semaine ou la semaine prochaine. Il y a un enchevêtrement d'intérêts au Qatar. Il faut savoir que les États-Unis disposent je crois que la plus grande base aérienne au monde là-bas. Et curieusement, même les Turcs qui soutiennent le Qatar disposent d'une base militaire depuis 2017. Ils ont aussi un accord de défense commune. Donc le Qatar, la Turquie qui vient, j'imagine qu'ils vont voter ils ont voté, donc c'est fait. Donc là, on peut avoir un scénario où il va y avoir donc il y a des soldats américains sur le sol qatarais, il va y avoir encore des soldats turcs qui sont un appui pour le Qatar. Et puis on peut imaginer effectivement, comme l'a dit Akram, que l'Iran va envoyer elle aussi des soldats là-bas. Donc il y a une espèce de dissuasion, on va dire, entre les alliés du Qatar et les opposants, donc l'Arabie Saoudite. Maintenant, comment ça va se dégoupiller? Moi, je m'attends quand même à ce qu'il y ait un changement de régime, par exemple au Qatar, que le cheikh Tamim soit forcé d'abdiquer. Peut-être qu'il va y avoir un changement de régime pour rentrer dans les rangs. Ça, c'est le scénario un peu négatif, le scénario que le Qatar, avec ses alliés, l'Iran et la Turquie, ne puisse pas quand même infléchir la position des États-Unis et de leurs alliés arabes. Donc ils seront obligés un petit peu de changer complètement leur politique étrangère, et forcément la ligne éditoriale d'Al Jazeera pour un petit peu normaliser la situation et revenir dans le giron des pays du Golfe. Ou alors il y a un scénario à ne pas écarter, peut-être qu'il va y avoir un affrontement arabe, et qui sait. Je pense que c'est des hypothèses qui sont sur la table. Alors Abdelaziz Al-Harbi, que se cache-t-il vraiment derrière le prétexte de l'Arabie Saoudite, qui a évoqué donc le soutien éventuel du Qatar à des groupes terroristes, et comment expliquer que cette situation et cette dégradation des relations se soient faites de manière si rapide, si brutale? En fait, le Koweït s'est imposé comme une puissance diplomatique réelle dans la région en usant des médias. C'est déjà une expérience exceptionnelle dans le monde arabe, un pays qui lance une télévision en 1996 et qui arrive à infléchir les opinions publiques dans le monde arabe et à accompagner des révoltes internes qui, même si elles ne sont pas internes, elles sont toujours accompagnées par une télévision. Il a véritablement un soft power extrêmement important. La Ligue arabe est tombée également sous la coupe des pays du Golfe. Nous n'avons plus, nous, les gens du Maghreb, du Mashraq, plus aucun rôle à jouer au sein de la Ligue arabe. Le Conseil de coopération des pays du Golfe est devenu une organisation sérieuse, interlocutrice des grandes puissances mondiales. Il y a eu une sorte de transfert des poids diplomatiques du Maghreb et du Mashraq vers les pays du Golfe. C'est ce qui a donné cette image-là d'omniprésence, d'omnipotence des diplomaties de l'Arabie Saoudite et de Qatar sur la scène arabe, notamment sur la question, y compris sur la question du Moyen-Orient. Nous sommes disqualifiés au Maghreb et au Mashraq de la question palestinienne. Seuls les Qataris peuvent infléchir la politique intérieure de Hamas. Et seuls les Émirats arabes unis, l'Arabie Saoudite, peuvent agir sur Abbas. Donc du coup, les forces diplomatiques traditionnelles ont été disqualifiées par justement cette nouvelle diplomatie de la communication, de l'image, qui manque terriblement à l'Algérie. Alors justement, la transition dans ce cas-là est toute faite. Quelles répercussions cette crise peut-elle avoir sur l'Algérie, et quel rôle peut être amené à jouer la diplomatie algérienne? On l'a vu que le ministère des Affaires étrangères a appelé à apaiser la situation, a appelé au dialogue entre les deux parties. Quel rôle pouvons-nous jouer concrètement, ou serons-nous tout simplement spectateurs de ce conflit? Alors, à moins d'implication sur l'Algérie que sur le Maroc, parce que le Maroc a des intérêts tout à fait spéciaux, tout à fait particuliers avec cette région. Donc, il subira plus
les effets de cette crise que nous avons des intérêts de quelques pays du Golfe, notamment le Qatar, des intérêts économiques, pas plus. Mais les implications réelles, on revient toujours au soft power, les implications réelles, c'est que c'est un monde arabe qui est complètement divisé et toute crise au sein d'un pays arabe qui a une influence dans la région peut avoir des répercussions chez nous parce que malheureusement, nous avons beaucoup de relais étrangers en Algérie. Aussi bien dans les courants politiques, par exemple les frères musulmans ou bien les salafistes, en déconnexion. Les sous-traitances locales. Bien sûr, bien sûr. Et là, c'est là qu'on comprend en réalité la mesure de notre présence dans la formation d'une opinion publique autour des thèses algériennes. Et là qu'on se rend compte qu'on est véritablement isolé parce qu'on n'a pas pu développer un système de communication performant à l'étranger. Alors, ce système de communication qu'on n'a pas réussi à développer jusque-là, est-ce qu'on peut songer à présent à peut-être éventuellement le développer ? Et je voulais aussi vous faire réagir sur l'avenir que pourrait avoir la relation entre Doha et Alger. Vous l'avez dit, nous avons des relations économiques avec le Qatar. Est-ce que cette crise-là ne pourrait-elle pas favoriser peut-être un renforcement des liens entre l'Algérie et le Qatar ? Je pense qu'on est un peu loin, on va dire, l'Algérie. On est un peu loin. On est presque, j'ai envie de dire, à l'aise par rapport à ce conflit. Parce qu'on n'est pas très amis avec les Saoudiens et tous les pays du Golfe, sauf Oman, qui est membre du Conseil de coopération du Golfe. D'ailleurs, il n'a pas encore soutenu le blocus contre le Qatar. Mais sinon, on n'a pas... Les relations de l'Algérie avec l'Arabie Saoudite sont, on ne va pas dire bonnes, mais elles sont normales. Mais l'ami de l'Arabie Saoudite, c'est le Maroc, c'est pas nous. Le Maroc qui est impacté directement parce que le Maroc, il a une double relation avec l'Arabie Saoudite et avec le Qatar qui a aussi des investissements au Maroc. Donc le Maroc, il est dans une position inconfortable. Est-ce qu'il va soutenir l'Arabie Saoudite ou alors il va lâcher le Qatar qui a injecté beaucoup de millions de dollars dans le royaume. Donc il est dans une position vraiment inconfortable. Par rapport à la Mauritanie, par exemple, c'est clair, c'est des petits pays qui cherchent un chèque et puis ils soutiennent le Soudan aussi. Le Soudan, pour le coup, sur ce coup-là, Omar al-Bashir, en 2011, je crois, il a été accueilli par le Qatar chez lui, alors qu'il était sous le mandat d'arrêt international. Mais le Qatar a accepté de l'accueillir, il l'a pas arrêté. Donc, à l'époque, déjà, il était bien vu, le Qatar, de Bashir, il était bien vu par le Qatar. Mais aujourd'hui, il vote contre le Qatar, parce que peut-être le chèque de l'Arabie Saoudite est beaucoup plus important que celui que propose le Qatar. Malheureusement, dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'amitié, mais d'intérêt. Mais par rapport à l'Algérie, je crois qu'on est un peu loin. Et puis, il faut se rappeler quand même que le Qatar n'a pas été vraiment très correct avec l'Algérie. Souvenez-vous, en 2011, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Qatar, Jassem, le fameux HBJ, lors de la réunion de la Ligue arabe, Hamed Ben Jassem, lors d'un sommet arabe, il a été dit qu'il aurait dit à Mourad Medelsi, votre tour, l'Algérie arrivera. Bon, on a très mal vécu ça, c'est-à-dire un micro-pays comme ça qui tient tête à un pays comme l'Algérie qui a une révolution extraordinaire. Donc on a été touché dans notre amour propre. Donc on n'oublie pas ça. Mais ce n'est pas une raison pour donc justifier ces mesures qui ont été prises par l'Arabie Saoudite. Je dirais même que les deux, l'Arabie Saoudite et le Qatar, ont tous deux sponsorisé pendant longtemps le terrorisme. Et pour l'Arabie Saoudite, c'est depuis pratiquement les 30 dernières années, l'Arabie Saoudite a toujours été derrière les mouvements de terroristes dans toute la sphère arabo-musulmane. Mais par rapport à l'Algérie, est-ce qu'on va profiter du blocus contre le Qatar? Je pense que la question ne se pose pas en ces termes. C'est le Qatar qui a besoin de nous et non pas nous qui avons besoin du Qatar. Ce qu'on peut espérer éventuellement, c'est que les investissements qataris puissent se réorienter vers l'Algérie. Je ne sais pas, est-ce qu'on est capable d'arriver à ça? Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Après, vous voulez réagir? Oui, on aura quand même un impact indirect dans la mesure où cette crise aujourd'hui touche directement des pays comme la Tunisie ou la Libye. Et de manière très très violente à l'intérieur de ces pays. Le Maroc est peut-être impacté en termes macro-diplomatiques dans sa relation avec les autres pays, mais la Tunisie et surtout la Libye sont impactés sur le plan interne et sur le front interne. En Libye, ça se traduit, d'ailleurs ça s'est traduit il y a quelques mois, c'est passé totalement inaperçu, par une fatwa de Arabi al-Mutrali qui légitimait le meurtre des frères musulmans en Libye.
qui est un fait inédit, les Moutrali étant soi-disant quiétistes et non partisans. Donc on a vu un impact en Algérie avec des menaces de mort sur une personnalité politique proche des frères musulmans en Algérie. Donc cette exacerbation des tensions idéologiques dans cette région-là peut avoir des impacts indirects, peut faire en sorte que ça déborde encore plus en Libye, et la Libye étant un chaudron incandescent à nos portes, peut avoir aussi un impact sur l'Algérie. La Libye dont le gouvernement dit de Baïda soutient justement l'initiative de l'Arabie Saoudite. Ça accentue un petit peu les divisions en Libye, malheureusement. Donc le clan Haftar, soutenu par l'Égypte naturellement, ils ont tout de suite rejoint le clan de l'Arabie Saoudite, et le gouvernement Sarraj qui est à Tripoli, bien sûr, naturellement, il ne va pas soutenir. Donc on voit bien qu'ils sont en train de rassembler le maximum de pays contre le Qatar. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que, comme l'a dit Akram, pour la Libye, c'est dommage. Donc, c'est la solution politique un petit peu qui déjà jusqu'à présent, ça ne marche pas. Là, ça complique un peu plus l'équation libyenne. Alors, revenons un petit peu à la position de l'Algérie. Monsieur Abdelaziz Rabi, est-ce que cette position est tenable sur le long terme? Est-ce qu'on va pouvoir maintenir cette position de prendre aucun parti pris entre les deux? Je pense que c'est une position responsable qui préserve les intérêts de l'Algérie. Parce que dans des situations de cette nature, il faut commencer par penser à préserver ses propres intérêts diplomatiques, essayer de faire quelque chose en direction de l'apaisement. Et vous savez, en diplomatie, quand vous ne prenez pas position, ça vous donne plus d'atouts pour pouvoir proposer une médiation. Ouais, quand vous ne prenez pas position pour l'un des deux belligérants, cela vous donne plus d'atouts. Je pense que c'est une position de principe tout à fait conforme à la doctrine algérienne en matière de politique étrangère. Éviter aussi que cette polarisation Arabie Saoudite, Qatar ait des répercussions chez nous. Ça aussi, il faut préserver nos intérêts, parce que dans le monde arabe, c'est une tradition dans le monde arabe. Chaque fois qu'il y a un conflit dans une zone déterminée, ça a des répercussions. Vous avez le problème du Moyen-Orient, a toujours eu des répercussions sur le Liban, qui a toujours servi de fusible. Vous avez maintenant la Libye, qui peut servir de fusible à une polarisation Arabie Saoudite, Émirats, contre le Qatar. Donc, nous, la première mission de diplomatie, c'est de préserver ses intérêts. Je pense que c'est une attitude responsable et une attitude qui est conforme aussi à la complexité de la situation dans la région. Il reste que ce sont des pays qui peuvent s'entendre au bout de 3 mois, au bout de 3 ans. Ça reste une zone géographique et ethnique très homogène. Nous n'avons aucun intérêt à nous impliquer dans des problèmes régionaux arabes. Alors, avant de passer à l'autre actualité, on va peut-être finir sur l'avenir du conflit israélo-palestinien. On l'a vu depuis le déclenchement de cette crise. Israël a proposé justement, ou en tout cas a évoqué l'éventualité d'une alliance avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, pour créer ce qu'ils appelleraient donc un front contre le terrorisme. Cette éventualité passerait automatiquement par la catégorisation, si je peux me permettre, du Hamas en tant qu'organisation terroriste. À ce moment-là, quel avenir donner à ce conflit israélo-palestinien? Est-ce que ça va accélérer peut-être la solution, ou est-ce qu'au contraire, on va enfoncer encore davantage le problème? La question du terrorisme international, nous avons été les premiers à le dire dans les années 90. C'est une question qui est très loin d'avoir un rapport avec la religion. L'islam n'est pas responsable de l'usage qui en est fait. Et nous avions à l'époque dit aussi que c'était une menace transcontinentale et qui n'est pas l'expression des contradictions internes de l'Algérie, mais des contradictions internationales. Mais le terrorisme a décalé la priorité. Il y a une sorte de glissement de la question palestinienne à un stade un peu secondaire. Ce n'est plus la question principale au sein pour la Oumma. Le terrorisme l'a décalé un peu. Et maintenant, la polarisation pays du Golfe, Iran, l'a décalé un peu.
Et nous avons le sentiment au sein des opinions publiques, notamment des pays du Golfe, que l'ennemi ou l'adversaire politique, ce n'est plus Israël, mais l'Iran. Il y a ce problème-là, il y a une sorte d'évolution sémantique, même dans le discours politique, chez les journalistes, qui favorise, chez les politiques, c'est voulu, bien sûr, par les Israéliens et des amis d'Israël, les Américains notamment, faire en sorte que la question palestinienne, qui est à mon sens fondamentale, ce qui nourrit véritablement un sentiment anti-occidental, ce qui nourrit parfois l'intégrisme armé, ou l'image, éternise l'image de l'Occident chez nous, c'est la question palestinienne. Absolument. C'est la frustration. Elle est utilisée par les pouvoirs, mais elle est également une réalité sociale. Absolument. Les gens la vivent comme ça. J'aimerais dire un mot par rapport à ça justement. Il me semble que ces mesures prises par l'Arabie Saoudite et leurs amis du Golfe, c'est voulu. Moi, je suis sûr que les Américains en sont les inspirateurs. S'ils ne sont pas directement Donald Trump, en tout cas, l'a affirmé dans son tweet. Il a dit dans son tweet déjà. Donc, l'objectif peut-être, c'est d'enterrer définitivement la question palestinienne. Il a raison de dire, M. Rahabi, que la question palestinienne a cessé d'être la cause centrale du monde arabe et arabo-musulman. Donc, maintenant qu'on décrète que les frères musulmans sont un mouvement terroriste. Donc, forcément, le Hamas, il est disqualifié. Donc, on disqualifie la résistance. Parce que la communauté internationale ne s'est pas encore entendue sur la définition du terroriste. Quel est le terroriste? Est-ce que c'est celui qui défend son pays, donc qui lutte pour l'autodétermination de son pays par rapport, par exemple, les Palestiniens ou alors les Sahraouis par rapport au Maroc? Mais là, en disqualifiant, en décrétant le Hamas comme étant mouvement donc des frères musulmans, mouvement terroriste, donc Israël, elle est arrangée, elle est très très bien arrangée par cet appui que lui fournit les pays du Golfe. Et aussi, il y a le président Sisi qui souffre il a un déficit de légitimité en interne. Et là, quel est le principal adversaire de Sisi? C'est les frères musulmans. Maintenant qu'ils sont décrétés mouvement terroriste, donc il est à l'aise. Il aura les coups des France. C'est pour ça que Sisi, il s'est empressé tout de suite de signer, de rompre avec le Qatar qui l'a aidé avant. Et donc je pense que l'Israël, c'est le plus grand vainqueur de ce déchirement entre Arabes. Voilà, il y a le Hamas qui est disqualifié, la cause palestinienne qui est enterrée, la solution à deux États éventuellement. Il n'y aura plus de solution à deux États, alors que c'était le minimum qu'attendaient les Palestiniens. Maintenant, apparemment, c'est une arlésienne, ça relève pratiquement de l'impossible. Et puis, soi-disant, on parle de l'Iran comme étant le diable personnifié. Ce n'est plus le terrorisme, c'est l'Iran, c'est le Hamas. Donc, qui les aide? C'est le Qatar. On attaque la tête de la pieuvre, le Qatar, pour le neutraliser. Et puis, voilà, tout le monde sera content. Et je comprends parfaitement pourquoi Avigdor Lieberman, le ministre des Affaires étrangères d'Israël, il a dit on est tout à fait prêt à rejoindre la coalition arabe contre le terrorisme. Parce que le terrorisme, ce ne sont pas les Israéliens, ce ne sont pas les sionistes, ce sont les Palestiniens du Hamas. Voilà comment on a... J'irai jusqu'à pointer du doigt l'occurrence, le timing. Le fait d'avoir choisi le 50e anniversaire de la guerre des 6 jours, à mon sens, ce n'est pas une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence à ce niveau-là. Donc vous avez ça. Vous avez aussi le fait... En fait, il faut voir cette crise sous une perspective américaine. Le Moyen-Orient a été dans l'agenda américain depuis le président Ronald Reagan. Chaque administration américaine a imprimé son tempo sur le Moyen-Orient. On a eu George Bush qui a imposé la guerre en Irak et en Afghanistan. On a eu Obama qui n'a jamais eu de bonnes relations avec à la fois l'Arabie Saoudite et avec Israël. On se souvient du discours du Caire, son premier discours, donc qui était plutôt pour une détente et pour un apaisement avec l'Iran. Et on voit aujourd'hui Donald Trump faire naturellement l'opposé de ce qu'a fait son prédécesseur et se mettre à dos l'Iran. Et donc, aussi, il a été, à mon sens, Donald Trump a été dans l'obligation de désigner l'agneau sacrificiel, le pays qui paierait pour Daesh. Parce qu'il ne faut pas oublier, il fallait qu'à un moment, un pays, si possible arabe,
paye pour Daesh. Ça n'allait pas. Trump n'étant pas. En fait, le début de cette organisation n'ayant pas eu lieu sous l'administration Trump, à lui de conclure cet épisode. Alors, voilà en tout cas, messieurs, pour ce petit tour de table concernant donc cette crise diplomatique au Qatar, dans la région du Moyen-Orient, autour du Qatar, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. L'autre actualité que j'aurais voulu évoquer avec vous, eh bien, c'est la situation de ces migrants syriens coincés entre le Maroc et l'Algérie. On va voir en image une situation des migrants syriens qui sont bloqués dans une zone tampon entre les deux pays, à Figuig, près de Béchar, et une situation qui sont complique, hein, ces migrants qui vivent une situation humanitaire particulièrement difficile. Et les deux pays se renvoient la balle. On n'a pas encore réussi à comprendre concrètement pourquoi ces migrants n'ont pas pu être accueillis, que ce soit au Maroc ou en Algérie. Le HCR, le Haut Comité aux réfugiés, appelle plutôt à une prise en charge rapide de ces migrants. Abdelaziz Al-Habi, que se passe-t-il à cette frontière pour ces migrants-là? Est-ce que les tensions sont telles entre les deux pays qu'un groupe de migrants subissent les conséquences ou payent un petit peu pour ce conflit? Je pense que la communication institutionnelle en la matière est chaotique, tout simplement. Nous avons des traditions d'accueil de réfugiés très anciennes. Je me souviens, dans ma carrière diplomatique, avoir eu de l'autorité sur un bureau qui s'appelle Bureau algérien des réfugiés et apatrides. Nous avons eu de toutes les nationalités, au moins une quarantaine de nationalités. Dans ce cas précis, ce sont des réfugiés qui font partie des 48 000 ou 42 000, les statistiques ne sont pas officielles en Algérie, ne sont pas très fiables, réfugiés syriens qui vivent en Algérie. Ces réfugiés ont en réalité décidé d'aller au Maroc, soit pour s'installer au Maroc où ils auraient de la famille, ou bien pour continuer en Europe, parce que Melilla est la porte de l'Europe. Et Melilla est utilisée par le Maroc comme un instrument de chantage avec l'Espagne notamment. Chaque fois qu'il y a un problème avec l'Espagne, on ouvre les vannes de Melilla. Et donc ces Syriens ne sont plus en Algérie. Ne sont plus en Algérie. Et ce que le gouvernement algérien fait en ce moment, il le fait bien, mais il le communique très mal, c'est qu'il a accepté de les accueillir, de les reprendre, parce qu'ils ont quitté l'Algérie. Ils sont sortis d'Algérie et ils sont arrivés au Maroc. Le Maroc n'a pas voulu les recevoir, considérant que les frontières étaient fermées, donc ils n'avaient pas emprunté cette fois. Mais en dehors de ces considérations au caractère diplomatique qui sont liées à la fermeture des frontières ou à la nature de la relation ou des tensions qui existent entre l'Algérie et le Maroc, il s'agit de cas humains. Nous n'avons pas le droit, personne n'a le droit, les États n'ont pas le droit à ce que cette situation persiste. Surtout en ce mois sacré, les Algériens sont très sensibles. Mais l'Algérie a officiellement demandé au Maroc de les autoriser à retourner. Et n'a pas reçu de réponse officielle. C'est la situation en ce moment. Je ne pense pas que ces réfugiés... moi, je suis ceux qui considèrent que l'Algérie a une vocation d'être un continent et que tous les réfugiés qui viennent chez nous nous enrichissent, nous apportent un plus. Je considère que nous avons encore la capacité d'accueillir et de recevoir 10 fois plus de réfugiés qui nous apportent quelque chose, qui nous apportent la fraternité, qui nous apportent une autre culture, qui nous apportent parfois d'autres langues, et qui correspondent tout à fait à notre vocation de pays-continent, avec cette frontière qui a une profondeur stratégique africaine, subsaharienne, mais également la partie arabe de la vocation de l'Algérie. Donc, ces réfugiés sont une chance pour l'Algérie, ils ne sont pas un problème pour l'Algérie. Malheureusement, ils sont tombés au mauvais moment et au mauvais endroit, et c'est ce qui fait qu'on les présente comme un des problèmes de la discorde algéro-marocaine. Akram Khayef, quel avenir pour ces réfugiés? Est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir revenir finalement, ou est-ce que cette situation va encore perdurer? Moi, je pense que le Maroc va bien finir par accepter, parce que du point de vue marocain, l'objectif a été atteint, discréditer l'Algérie, faire du mal à la diplomatie algérienne, faire du mal à l'image de l'Algérie. Vous imaginez que 50 réfugiés font de l'ombre à 50 000 réfugiés en Algérie. Donc, objectif atteint pour eux, je pense qu'ils finiront par
accepter de jouer le jeu et de laisser ces réfugiés rentrer en Algérie. Mais la situation est totalement déplorable. Hein. En fait, on ressent une sorte du côté algérien. Hein. Frustration. Non seulement il y a une frustration, mais on sent aussi le poids de la latence de l'administration, des mécanismes de prise de décision qui sont devenus très très centralisés, peut-être trop centralisés. Et ça, c'est une crise qui mériterait beaucoup d'attention parce qu'elle est révélatrice d'un grand gâchis. D'un grand gâchis. Hassan Mouali, Akram Khalif vient de le dire, la diplomatie, la diplomatie algérienne est-elle discréditée par le Maroc ou plutôt par son manque de communication et le fait qu'elle n'arrive pas à mettre en valeur les actions positives qu'elle fait? On l'a parlé, il y a plus de 60 000 réfugiés qui sont là. Donc est-ce que c'est le Maroc ou est-ce que c'est plutôt le manque de communication? Moi je pense quand même discréditer, c'est un peu un grand mot quand même. Il faut historiquement, nous sommes, comme l'a dit M. Rahabis, nous sommes une terre d'accueil et d'hospitalité vis-à-vis de tous les réfugiés du monde, y compris les responsables des mouvements de libération durant les années 70. Donc c'est pas une première. Maintenant, l'Algérie n'a pas refusé de les accueillir. Elle a demandé officiellement de les accueillir, mais il se trouve que ces malheureux réfugiés se trouvent sur le sol marocain et non pas sur le sol algérien ou alors sur la frontière. Donc s'ils étaient à notre portée, on aurait pu les récupérer. Maintenant, on peut spéculer, on peut dire que d'un point de vue communication, ça a été mal vendu. Peut-être, oui, parfois vous faites des actions diplomatiques spectaculaires, mais quand vous ne communiquez pas ou alors vous le faites mal, malheureusement, voilà, les gens vous condamnent. Le Maroc, il est connu, il fait du lobbying, il essaye de fabriquer même comme ça des histoires. C'est dans la tradition algérienne aussi de ne pas... C'est dans la tradition diplomatique algérienne de ne pas faire de la publicité dans les actions humanitaires, absolument, considérant que nous ne pouvons pas profiter des drames des autres. Cette vocation à tirer profit de la détresse du absolument. Mais ça fait partie un peu de notre éducation, nous les Algériens. Il va falloir peut-être changer, M. Habib. Il va falloir changer parce que ça compte finalement. Oui, quand vous recevez des coups comme ça du Maroc, qui est un très mauvais exemple pour nous donner des leçons. On a vu comment ils jetaient des subsahariens dans le désert marocain. Donc à un moment donné, oui, si vous faites une action bienfaitrice comme ça à l'égard des réfugiés, il faut en parler. Il faut, porte-parole des affaires étrangères, dire qu'aujourd'hui l'Algérie a rapatrié de 20... ils sont combien? 40 Ils sont plus que 25, parce qu'une partie a réussi à entrer au Maroc. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on souhaite que les autorités algériennes fassent en sorte que ces Syriens rentrent sur le territoire national et qu'ils soient bien pris en charge. Sinon, on ne peut que constater les dégâts. C'est un drame humain avant tout. Et puis, en plein mois de Ramadan, c'est quand même insupportable. Alors, messieurs, on ne peut pas terminer notre émission sans évoquer un petit peu l'actualité algérienne et en particulier le paysage médiatique algérien qui a fait la une de l'actualité depuis le début du mois de Ramadan, voire même avant en images. On se souvient en 2-3 semaines, l'affaire du ministre du Tourisme, l'affaire du PDG de Naftal, les caméras cachées à outrance, certaines allant jusqu'à humilier leur invité. On a livré des personnalités à la vindicte populaire, certains ont été lynchés médiatiquement. On va peut-être commencer avec vous, Abdelaziz Al-Habi, en tant qu'ancien ministre de la Communication. Quel commentaire pouvez-vous faire sur ce paysage médiatique algérien ? C'est l'absence, tout simplement, de cadre légal régissant le fonctionnement des médias. Nous sommes dans un pays où le média obéit à la volonté politique du moment. Il n'y a pas de cadre légal. L'autorité de régulation vient à peine d'être installée, les textes ne sont pas encore au point, il n'y a pas de loi qui réglemente la publicité, ni celle qui réglemente le sondage. Les imprimeries publiques étatiques sont utilisées comme moyen de pression. La publicité est utilisée comme moyen de pression au lieu d'être utilisée comme un élément, comme le principal sponsor de la liberté d'expression et de la démocratie. C'est l'absence de cadre. La presse, aujourd'hui, les chaînes reçoivent l'agrément sous des considérations tout à fait politiques. Ça a donné le sentiment. C'est une liberté qui est un peu débridée en Algérie. La liberté doit avoir comme contrepoids essentiel la responsabilité. Nous manquons de responsabilité. Rien n'est absolument codifié. Dans tous les pays du monde, les pays sérieux, les pays avancés, l'État, une autorité étatique contrôle la publicité. La publicité n'est pas seulement un vecteur de promotion commerciale.
c'est aussi un porteur de messages culturels, civilisationnels, dans la langue qui est utilisée, dans la gestuelle, dans la présentation des Algériens, de leur histoire, de la beauté du paysage, de la beauté des gens. Chez nous, la publicité est utilisée comme moyen de pression pour s'enrichir ou bien pour étouffer une entreprise de presse ou de télévision. Nous avons un sérieux problème de cadre légal, de promotion de la liberté d'expression. Et ça, c'est... Imaginez, je vais vous citer un exemple très simple. L'État construit des hôtels. Nous sommes un des derniers États au monde qui construit encore des hôtels. Je crois que nous sommes les derniers avec la Corée du Nord. Mais l'État ne construit pas une télé. Ne construit pas une radio. La télé est dans les sièges de 1956. Nos journaux, sur le plan technique, sur le plan de la formation, sur le plan de l'investigation, sont à un stade encore vraiment primaire. La diffusion même de la presse est très très faible. Chez nous, les gens lisent très peu. Quand vous prenez la proportion population, nombre d'exemplaires vendus, elle est très très faible. Quand vous prenez la proportion population, nombre de télévisions thématiques, elle est horrible. C'est la dernière dans le monde arabe. Non, pas de chaîne thématique. Je peux citer n'importe quelle. La Jordanie, il y a 6 chaînes d'éducation. Nous n'en avons aucune. Nos médias sont surpolitisés. Ils sont tellement politisés qu'ils ont donné le sentiment aux Algériens que la seule voie de la promotion socio-professionnelle, c'est la politique, faire de la politique. Donc nos médias ont déprécié, ont altéré la valeur du savoir, de la connaissance, des aspects techniques, des aspects artistiques, les beaux-arts. Il y a le football et la politique en Algérie. Donc du coup, pour l'Algérien commun, vous allez dans la rue, les gens vous disent, on parle ou de politique ou de football. Et ce binôme est terrible dans un pays qui a besoin que le média soit véritablement un vecteur de connaissances, d'information et de loisirs. Et qui est une mission de pédagogie, absolument. Politique, ouais, absolument. Hassan Mawli, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que c'est l'absence de cadre légal qui donne, entre autres, qui donne tous ces dépassements? Incontestablement. Je commencerai d'abord par dire que ce n'est pas un paysage médiatique, c'est un marécage. Tout ce qu'on a vu durant le mois de Ramadan, c'est caméras cachées finalement, qui ne cachent absolument rien. Elles montrent tout le secteur médiatique dans sa splendeur, entre guillemets. Ça faisait très mal à voir, le lynchage comme ça de nos artistes. On les met dans des positions vraiment horribles. Ça m'a vraiment choqué personnellement. Donc pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de cadre réglementaire régissant le travail des chaînes de télévision, parce qu'on parle essentiellement des chaînes privées, malheureusement. Il y a l'autorité de régulation qui ne régule rien pour l'instant. Même son président, monsieur Benhamadi, il s'est plaint dernièrement. Il dit qu'il nous faut un arsenal juridique. Vous voyez un peu la charrue avant les bœufs. On a lancé des chaînes privées algériennes. On les a tolérées, effectivement. On est encore dans l'informel médiatique, malheureusement. En 2014, on les a laissées comme ça, mais on est en 2017. 3 ans plus tard, elles n'ont pas encore de statut. Elles ont un statut hybride. Quand vous devez payer les satellites, il faut le payer par la shkara, donc par un moyen détourné, en Jordanie, en France et tout. Ce n'est pas normal. Donc, quelque part, il y a une espèce de laxisme, malheureusement, et forcément, vous avez des résultats que nous voyons. Il n'y a absolument aucun contrôle. On découvre, comme tout le monde, le soir, une caméra cachée, un programme où on se dit, mais c'est pas de la télévision, ça, c'est du lynchage, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de garde-fou. Il appartient à l'État, au ministère de la Communication, puisqu'il existe, parce qu'ailleurs, il n'existe pas, le ministère de la Communication, de mettre en place des mécanismes juridiques qui puissent régir et contrôler le travail de ces médias. Parce qu'il y a la liberté, mais il y a aussi la responsabilité. Il y a une responsabilité sociale. Quand vous voyez un Boujdra comme ça traîner dans la boue, ça fait mal au cœur. Et on peut citer beaucoup d'exemples. Il n'y a pas que M. Boujdra. Il y a eu énormément de dérives. Je me souviens même d'un journal qui avait présenté des supporters, je crois, du Mali. Voilà ce qui vous attend. C'était un titre raciste en une. Ça m'a personnellement choqué. Donc, on est dans un marécage médiatique absolument insupportable.
il va falloir, il est urgent maintenant de remettre... C'est encore plus à l'image d'Algérie. Absolument, c'est mauvais pour notre pays. Important Là, on parlait tout à l'heure des réfugiés, on a une tradition quand même d'hospitalité dans ce pays, et là on exporte des images horribles de notre pays, alors que ça ne nous ressemble pas. Je suis désolé de le dire, mais c'est pas ça l'Algérie, donc il va falloir urgemment rectifier le tir, et je suis content d'ailleurs ce soir même que M. Boujdra a été décoré, je crois, de l'ordre de mérite national. C'est une réhabilitation, mais le mal est fait quand même. Alors, selon les services du ministère de la Culture, ce prix était prévu de longue date. Hein. Il intervient dans un contexte... On peut croire, on pourrait avoir tendance à croire que c'est une réaction à ce qui s'est passé pour cette fameuse caméra cachée, mais non, donc selon les services du ministère de la Culture, c'était en tous les cas, ça constitue quand même une réponse à ce qu'il a dû subir, lui et d'autres encore. Alors pour finir, parce qu'il nous reste une poignée de secondes, toujours à propos de ce paysage médiatique, Akram Khrieff, est-ce qu'il ne manque finalement qu'un arsenal juridique pour améliorer un petit peu les programmes, améliorer le paysage médiatique? Ou est-ce que la volonté politique, c'est important. Bien sûr, tout à fait. Le libéral qui est en moi pense le contraire. Hein. Moi, personnellement, je crois au marché, je crois à l'autorégulation et je crois à la qualité. Contrairement à pas mal de gens ici en Algérie, j'estime que l'État non seulement est omnipotent, mais il est omniprésent, on le retrouve partout. Nous n'avons pas, l'État n'a pas à réguler le prix de la patate, c'est le marché qui devrait le faire. L'État n'a pas à réguler la télévision, c'est la qualité, c'est l'auditoire qui devrait le faire. Mais il faudrait en contrepartie une justice qui fonctionne, il faudrait une équité dans l'accès à l'entrepreneuriat médiatique, il faudrait aussi qu'il y ait des choses très simples, du genre du copyright, du e-commerce. Il faut une loi pour... C'est clair. En parlant de l'audiovisuel en France, quand même, il y a le CSA qui existe. Il est là, c'est le gendarme de l'audiovisuel. Il doit exister. L'autorité doit exister. Après, le travail de la télévision... Aujourd'hui, le véritable problème qui existe en Algérie, c'est un encadrement de l'État qui est non seulement étouffant, mais qui est inégal. Ouais. Non, l'État, c'est l'autorité politique. Moi, je parle de la loi, du cadre légal. En Angleterre, il y a une autorité qui régule la publicité. En Angleterre, le pays le plus libéral du monde, la capitale du libéralisme. Quand une marque de vêtements, de linge de femme présente un mannequin très maigre en usant du Photoshop, l'autorité de régulation de la publicité intervient en Angleterre. Elle n'existe pas en Algérie. Au contraire, j'estime qu'ici, c'est le système le plus débridé. Quand il n'y a pas de loi, les systèmes libéraux, ce sont les systèmes les mieux réglementés au monde. Tout est codifié. En l'absence de codification, en l'absence de loi, c'est l'autorité politique, c'est l'arbitraire qui gouverne. C'est l'homme qui décide, ce n'est plus la loi. Le juge n'existe plus. Parce qu'il n'y a pas de cadre légal. Le juge, il n'intervient que sur un cadre légal. Il ne peut pas se substituer à l'autorité politique. Le cadre légal est absent. C'est extrêmement... C'est un exemple. Le sondage. Je suis très bien placé pour en parler, parce que j'ai fait voter la loi sur la publicité, qui a été bloquée au Sénat, et j'avais déposé un projet de loi sur le sondage. Qui peut faire un sondage en Algérie? Il n'y a pas de cadre légal sur le sondage. Il n'y a pas d'autorité de régulation du sondage. Alors, on ne sait pas s'il faut le faire ou pas. Alors, vous voyez les sondages, comment ils sont faits. Vous voyez la publicité, comment elle est faite. La publicité qui est utilisée ne donne pas une bonne image de l'Algérie. La langue qui est utilisée, c'est du créole, du semblant de français ou d'arabe, ou de la langue de l'Algérie. C'est du franc-arabe. Ça donne une mauvaise image du pays, ça n'éduque pas les enfants. On ne se rend pas compte des dégâts que ça produit sur sa cause. On ne se rend pas compte de cette langue qui est diffusée par les médias en Algérie, qui est devenue la langue du peuple. Il y a des glissements sémantiques qui sont extrêmement dangereux et qu'il est difficile de corriger avec le temps. Entre autres. Voilà, messieurs, il est minuit 29 et on nous tarabuse déjà dans la régie parce que dans quelques instants, vous retrouverez le journal en anglais sur Algérie News. Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle donc que nous étions avec M. Abdelaziz Rahabi, ancien ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et de la culture dans le gouvernement Hamdani, longue carrière de diplomate, notamment ambassadeur d'Algérie en Espagne et au Mexique. Nous avons également Akram Khrieff,
journaliste indépendant, spécialiste des questions militaires et sécuritaires et qui anime le site menadefense.net. Et on avait également notre incontournable Hassan Moali, directeur du quotidien Le Temps d'Algérie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, donc, comme prévu, une page de publicité, puis le journal en langue anglaise. Excellente fin de soirée et à la semaine prochaine.